tous. Nous nous retrouvons en ce début d'après-midi pour la première édition 2025 du webinaire d'actualité sur le droit de la construction, animé par Cyril Croix, avocat chez LMT Avocat. Bonjour Cyril. Ce webinaire est organisé par Opération Immobilière et en partenariat avec Moniteur Juris. Avant de vous laisser la parole, Cyril, je rappelle à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Pour cela, le mode d'emploi est très simple. Il va s'afficher sur votre écran. Il suffit de déplier la petite flèche orange, de taper la question et de bien l'envoyer, de bien la valider et de l'envoyer. Voilà. Les questions seront traitées en fin de présentation. Eh bien, écoutez, Cyril, je vous laisse la parole et merci pour votre engagement aux côtés d'Opération Immobilière. À tous, bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à l'actualité du droit de la construction. Un nouveau rendez-vous, j'espère que vous m'entendez. Un nouveau rendez-vous donc consacré à l'actualité du droit de la construction. Avec une fois de plus une sélection des jurisprudences récentes qui ont été rendues au cours du dernier trimestre de l'année 2024, avec également quelques décisions rendues début 2025, donc des décisions qui abordent un petit peu l'ensemble des sujets que l'on a l'occasion de rencontrer dans cette matière. Donc je commencerai ce webinaire par une première décision rendue par la Cour de cassation le 19 septembre 2024, rendue sous le numéro 22 24 808, qui concerne la question de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et notamment la question de l'absence de souscription en l'espèce. Je vous ai rappelé les dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances, selon lequel toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens des articles du 792-1 et suivants du Code civil. Au terme de cette disposition, il s'avère donc que la souscription d'une assurance dommage ouvrage est obligatoire, puisque le texte précise que la personne doit souscrire avant l'ouverture de chantier cette assurance, mais vous le constaterez que ce texte ne prévoit aucune sanction en l'absence de souscription d'une telle assurance. La question s'est donc posée de savoir quelles étaient les conséquences pour le maître d'ouvrage de l'absence de souscription d'une telle police. Pour la Cour de cassation, la position est la suivante. Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire dommage-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'est en lui-même ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locataire d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil. C'est une décision qui date du 30 mars 1994. La conséquence de cette jurisprudence, qui est toujours d'actualité, et que le défaut de sanction de souscription d'une assurance dommage-ouvrage ne peut avoir pour conséquence de limiter le droit à l'indemnisation par les assureurs RCD. Donc, aucune sanction, aucune conséquence pour le maître d'ouvrage, si ce n'est qu'il perd le bénéfice du règlement rapide de l'assureur dommage-ouvrage. C'est le principe rendu par cette décision de 1994. Il en est de même, c'est-à-dire absence de conséquences lorsque le maître de l'ouvrage s'est abstenu de régulariser une déclaration de sinistre lorsque l'assurance avait été souscrite. Avec la nuance que j'ai rappelée ci-dessous, qui est une décision du 10 mai de le bénéfice des garanties de l'assureur dommage-ouvrage lorsqu'elle a été souscrite en l'absence de déclaration de sinistre. En revanche, en l'absence de déclaration de sinistre, il est bien sûr impossible pour un maître d'ouvrage de solliciter la désignation d'un expert en référé expertise
déclarer le sinistre préalablement à l'assureur dommage ouvrage. La question qui a été posée en l'espèce était de savoir si l'absence de conséquences sur l'indemnité au titre des travaux de reprise peut se comprendre. Qu'en est-il si les préjudices immatériels consécutifs, sur les préjudices immatériels consécutifs, lesquels vont être plus importants à l'absence de dommage ouvrage? Effectivement, si le principe de l'assurance dommage ouvrage est un règlement rapide de l'indemnité dans un délai de 60 ou 90 jours, a priori, les préjudices immatériels consécutifs aux préjudices, aux dommages garantis sont plus faibles dans l'hypothèse d'un règlement rapide en cas de fonctionnement de l'assurance dommage ouvrage. Principe. Mais la Cour de cassation, dans notre décision, a jugé que le défaut de souscription de l'assurance dommage ouvrage obligatoire par le maître de l'ouvrage ne constituait ni une cause des désordres, ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locataires dommage ouvrage, et la Cour n'était pas tenue de répondre à ce moyen. Ce qui signifie que en l'absence de souscription des garanties obligatoires de l'assureur dommage ouvrage, le maître d'ouvrage qui aurait dû souscrire cette assurance dommage ouvrage, finalement, obtient de fait le bénéfice des garanties facultatives qu'il n'a de sorte pas souscrit, à savoir la garantie de bon, les dommages aux existants et les préjudices immatériels consécutifs. La conclusion de cette décision: en l'absence de souscription des garanties dommage ouvrage, la Cour condamne l'assureur dommage ouvrage au paiement des travaux de reprise et au préjudice immatériel qui ne relève que des garanties facultatives. Donc finalement, l'absence de sanction est manifestement validée une nouvelle fois par la Cour de cassation, dans le sens où le maître d'ouvrage continue de bénéficier des garanties des assureurs RCD, et se voit aussi attribuer l'allocation d'indemnités au titre des préjudices consécutifs aux dommages qui auraient dû être garantis, étant précisé que la souscription de ces garanties facultatives n'est que par nature facultative et malgré tout, la Cour de cassation valide la possibilité d'obtenir le versement de préjudices immatériels qui n'était pourtant qu'une garantie facultative non souscrite. Voilà, donc une décision importante pour les maîtres d'ouvrage sur les conséquences de l'absence de souscription de cette garantie pourtant obligatoire mais non sanctionnée. Une deuxième décision concerne la question toujours importante de la forclusion et de la reconnaissance de responsabilité. C'est une décision rendue par la Cour de cassation le 17 octobre 2024 sous le numéro 23 13 305. Je vous ai rappelé que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion qui n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription. C'est une décision que nous avions longuement évoquée dans les webinaires précédents, une décision rendue le 10 juin 2021 et confirmée depuis. En matière de garantie décennale, c'est un délai de forclusion et non pas une prescription. C'est que contrairement à la prescription, la forclusion ne se suspend pas, mais elle s'interrompt pour recommencer à courir avec un nouveau délai de même nature. Je vous ai rappelé les causes d'interruption de la forclusion décennale. L'assignation en référé expertise, une décision de juin 2021. Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. 19, et l'effet interruptif de l'assignation est limité aux seuls désordres qui y sont mentionnés. La question qui a été soumise en l'espèce à la Cour de cassation était de savoir quelle est la conséquence, quelle conséquence à la reconnaissance de responsabilité par le débiteur sur le délai de forclusion. En d'autres termes, la forclusion est-elle interrompue par la reconnaissance de responsabilité du constructeur?
C'est-à-dire que le constructeur, après s'être vu déclarer le sinistre, reconnaît sa responsabilité, souhaite intervenir, et puis il peut s'avérer que finalement un accord qui aurait pu intervenir n'est pas régularisé et la procédure reprend. Quelles sont les conséquences sur la computation du délai de cette reconnaissance de responsabilité du constructeur sur le délai de forclusion? La Cour de cassation rappelle au visa des articles 1792-4-1, 1792-4-3 et 2220 et 2240 du Code civil que les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées à peine de forclusion dans le délai de 10 ans à compter de sa réception. Ça, c'est la Cour de cassation qui, dans cette décision, reprend l'ensemble de ces points. La Cour rappelle qu'un délai de forclusion n'est pas, sauf disposition contraire, régi par les dispositions concernant la prescription, puisqu'il s'agit d'une forclusion. Donc, les règles relatives à la prescription ne s'appliquent pas. La Cour continue en indiquant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Donc, la reconnaissance par le débiteur contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, qu'il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage. Donc attention, en matière de garantie décennale, la reconnaissance du débiteur de la garantie décennale n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion, puisque la reconnaissance, par le constructeur n'interrompt que le délai de prescription. Or, en matière de garantie décennale, on parle de forclusion, donc la reconnaissance n'interrompt pas la forclusion du délai de garantie décennale. Donc, c'est vraiment une disposition importante, c'est-à-dire que ça oblige le maître d'ouvrage à demeurer vigilant sur la computation des délais malgré la reconnaissance de responsabilité de la part d'un constructeur. En conséquence, je vous ai indiqué le dispositif de la Cour de cassation, laquelle infirme l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel qui avait indiqué que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres, l'arrêt de Cour d'appel retient que le 4 juin 2010, la société GE s'était engagée à ses frais à reprendre les désordres apparus à la suite des travaux qu'elle a réalisés et facturés 27 novembre 2010, et que cet engagement ayant interrompu le délai de toute garantie décennale, l'action en réparation engagée le 14 avril 2014 n'était pas atteinte de prescription. Donc ça, c'est le texte de la Cour d'appel qui parle effectivement d'interruption par la reconnaissance de garantie. La Cour de cassation infirme la disposition et juge en statuant ainsi alors qu'une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai de forclusion décennale de l'action du maître de l'ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Donc, la reconnaissance n'interrompt pas le délai et le maître d'ouvrage s'est retrouvé avec une action foreclose à la date de son assignation du 14 avril 2014. Donc, vraiment une décision très importante sur les conséquences de la reconnaissance de responsabilité. Je poursuis sur la question toujours importante de la qualification de la réception tacite. C'est une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2024 sous le numéro 23-283. Je vous ai rappelé que la réception tacite n'est prévue par aucun texte. Le Code civil n'évoque que la réception contradictoire et la réception judiciaire, mais aucunement la réception tacite. L'article 1792-6 du Code civil donc prévoit ces deux types de réception. Mais la notion de réception tacite est apparue dans les années 1980 par une décision de 86 et d'autres décisions qui ont suivi par la suite. Le principe, c'est que ce qui caractérise la réception tacite, c'est la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
faut donc un faisceau d'indices pour considérer l'existence ou pas d'une réception tacite. Il a été notamment jugé que le paiement du prix par le maître d'ouvrage, doublé par la prise de possession de l'ouvrage, est considéré par la jurisprudence comme une présomption de volonté d'accepter l'ouvrage. Il a également été jugé que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée. La prise de possession de l'ouvrage, qui à elle seule ne suffit pas à établir la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux. Donc vous voyez, des décisions de ce type, il y en existe un nombre assez important, d'où une complexité réelle pour qualifier la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage. Dans la décision commentée, le contexte était le suivant. Le maître d'ouvrage avait confié des travaux à une entreprise de plomberie. En cours d'exécution, l'entreprise était tombée en liquidation judiciaire. Par la suite, le maître d'ouvrage, qui était une entreprise, avait déclaré sa créance au passif de l'entreprise en y mentionnant les reprises à effectuer sur l'ouvrage mentionnées sur un constat d'huissier. Saisie d'une demande de voir reconnaître l'existence d'une réception tacite, la Cour d'appel avait relevé que le constat d'huissier de justice faisait état d'un abandon de chantier, d'inachèvement et de non-façon, et qu'au terme de la déclaration de créance transmise qui, pour la Cour d'appel, s'analyse en une demande de paiement, la société R sollicitait l'inscription au passif de la société T de la somme correspondant au chiffrage des reprises listées dans ce constat, de sorte qu'elle avait manifesté à cette date sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserve. Pour la Cour d'appel, le fait de procéder à une déclaration de créance qui listait l'ensemble des travaux à reprendre et sollicitant que la créance soit fixée au montant du coût des travaux de reprise correspondait à une volonté non équivoque pour le maître de l'ouvrage de réceptionner ces travaux. La Cour de cassation n'en a pas jugé de même et a écarté l'existence d'une réception tacite au motif que c'est par des motifs impropres que la Cour d'appel a caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon de chantier. La conséquence de cette décision est que lorsqu'à la suite de la constatation par un commissaire de justice de l'abandon du chantier, d'inachèvement ou de non-façon, le maître d'ouvrage inscrit au passif de l'entreprise la somme correspondant aux travaux de reprise listés dans ce constat, cette déclaration de créance ne manifeste pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Voilà, donc une décision toujours intéressante sur les différents indices qui peuvent permettre de qualifier ou pas l'existence d'une réception tacite. En l'espèce, une déclaration de créance très détaillée avec un chiffrage très précis des travaux de reprise des désordres mentionnés par le maître de l'ouvrage ne manifeste pas sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état. Je poursuivrai par une décision rendue également le 7 novembre 2024 sous le numéro 23 13 315 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui concerne un point important, à savoir la question de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre. On sait que, comme les autres constructeurs, le maître d'œuvre est soumis à la présomption de responsabilité issue des articles 1792 et suivants du Code civil. Mais le maître d'œuvre est également tenu, postérieurement ou avant la réception, d'une responsabilité contractuelle. Cette responsabilité contractuelle peut être engagée, je vous ai cité des exemples, si le maître d'œuvre n'a pas suffisamment renseigné le maître d'ouvrage sur les conséquences d'une réception sans réserve, alors que les désordres étaient apparents lors de la réalisation des travaux par une entreprise non assurée. Sa responsabilité contractuelle peut être retenue en cas de poursuite des travaux malgré la connaissance de malfaçons ou en cas de dépassement de l'enveloppe de travaux.
Donc, quoi qu'il en soit, je vous ai rappelé, c'est une responsabilité contractuelle qui n'est pas une présomption de responsabilité, c'est une responsabilité contractuelle. Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute du maître d'œuvre, que cette faute intervienne en cours de chantier ou après la réception, notamment au moment de la levée des réserves. Et la tendance des tribunaux, et notamment de la Cour de cassation, est de faire en sorte que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre est de plus en plus étendue et de plus en plus retenue souvent pour défaut à leur obligation de conseil, qui est un des exemples de responsabilité contractuelle. À tel point que cette extension étant tellement importante qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'obligation contractuelle du maître d'œuvre a une vraie limite. Dans la décision qui est commentée, celle-ci faisait suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel, laquelle avait, alors j'ai mis de manière assez logique, mais vous comprendrez, assez compréhensible, la Cour d'appel avait jugé qu'un maître d'œuvre en charge d'une mission complète, donc mission complète allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, ne pouvait pas se voir imputer un déficit de surface d'un lot par rapport à la surface attendue, car, selon la Cour d'appel, le maître d'œuvre ne s'était pas vu confier de missions complémentaires, comprenant notamment les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant, et il ne s'était pas vu confier non plus le calcul des superficies. Donc, le déficit de surface, la Cour d'appel avait estimé que, bien que chargé d'une mission complète, mais qui ne comprenait pas ces missions-là spécifiques, la Cour d'appel avait estimé que de ce fait, sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue. La Cour d'appel en avait déduit que n'étant tenu d'aucune mission de mesurage des ouvrages, le maître d'œuvre ne saurait se voir reprocher un manquement dans l'exercice de ses missions de base. Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation, laquelle juge que le maître d'œuvre chargé d'une mission complète, laquelle incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte que l'architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et au plan établi, même en l'absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces. La conséquence, le maître d'ouvrage a pu demander l'indemnisation du manque à gagner résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux prévisions contractuelles, et il a également pu obtenir l'indemnisation de la perte de chance de conclure la vente de l'ouvrage à un prix supérieur s'il n'avait pas été affecté de cette non-conformité. Donc, les conséquences de cette décision sont que la responsabilité du maître d'œuvre est de plus en plus large, même lorsque certains points de sa mission, certains points n'ont pas été introduits dans sa mission. Sa responsabilité peut tout de même être engagée dans le cadre d'une mission globale. Donc, une décision importante sur les possibilités de retenir la responsabilité contractuelle d'un maître d'œuvre. S'il peut y avoir faute du maître d'œuvre, bien évidemment, il peut également y avoir faute de la part du maître d'ouvrage. Une autre décision rendue par la Cour de cassation le 7 novembre 2024, sous le numéro 22 794. Je vous ai rappelé les dispositions de l'article 1792 du Code civil, à savoir que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En raison de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, c'est au constructeur qu'il appartient de démontrer l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 pour que leur responsabilité ne puisse être retenue.
Des exemples de causes étrangères retenues par les juridictions, à savoir la mauvaise utilisation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage ou propriétaire, le défaut d'entretien de l'ouvrage, la faute du maître d'ouvrage, l'immixtion du maître d'ouvrage dans les travaux et l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage. Ces deux derniers points sont très importants, à savoir concernant l'immixtion pour qu'elle constitue une cause extérieure au sens de l'article 1792, encore faut-il que cette immixtion soit fautive. Ce qui est le cas lorsqu'un maître d'ouvrage, notoirement compétent dans le domaine technique concerné, s'immisce dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage. Donc, une immixtion n'est pas forcément une cause étrangère au sens de l'article 1792, encore faut-il que l'immixtion soit fautive. Concernant l'acceptation des risques, le constructeur doit démontrer que le maître d'ouvrage a été suffisamment informé de leur existence et des conséquences de son choix. Donc une décision rendue en 2002 et que soit rapportée la preuve de son acceptation. Donc il est vraiment, vraiment très difficile pour un constructeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère pour que sa responsabilité ne soit pas retenue. Je vous ai cité une décision du 15 février 2024 qui est assez parlante, que nous n'avons pas évoqué dans les précédents webinaires, qui m'a semblé utile de rappeler ici, à savoir un maître d'ouvrage un constructeur qui se prévalait de l'existence d'une cause étrangère. La Cour d'appel, pour retenir l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient qu'ils ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci, nécessité rappelée par le bureau d'études techniques sur ces plans portant la mention sous réserve de l'étude de sol, et que M. M disposait des connaissances élémentaires mécaniques des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude. Mais la Cour de cassation a jugé en l'espèce, en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres d'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés par les locataires d'ouvrage des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. C'est-à-dire que malgré l'ensemble des connaissances du maître de l'ouvrage, la Cour de cassation avait estimé que ces connaissances n'étaient pas suffisantes pour retenir l'existence d'une acceptation des risques. En l'espèce, la décision que nous évoquons aujourd'hui, celle du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a jugé de manière différente alors que les faits sont relativement similaires. En l'espèce, la Cour de Alors, cassation a infirmé la Cour d'appel qui avait jugé que les constructeurs ne démontraient pas l'existence d'une cause étrangère, bien que le constructeur de sol avant leur technique. Dans la situation, j'avais un problème de connexion, excusez-moi. Dans oui, la décision précédente, en effet, on a eu une petite coupure là, donc si vous pouvez reprendre, Maître Croix, ce sera ouais, super. alors donc en l'espèce, la Cour de cassation a jugé différemment, infirmant la Cour d'appel qui avait jugé que les constructeurs ne démontraient pas l'existence d'une cause étrangère, bien que le constructeur vendeur en VFA ait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'études de sol avant d'entreprendre les travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.
Dans cette décision, pour la Cour de cassation, la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage lui confère une connaissance manifeste des conséquences du risque dont il a été informé par les constructeurs avant la réalisation des travaux. En l'espèce, l'acceptation des risques exonère en totalité les constructeurs de toute responsabilité. Donc attention, la qualité du maître d'ouvrage doit être prise en compte pour apprécier l'existence d'une cause étrangère. Un vendeur professionnel sera à ce titre considéré avoir accepté les risques de manière beaucoup plus évidente qu'un maître d'ouvrage non professionnel. Et à ce titre, la cause étrangère sera plus souvent retenue en cas de maître d'ouvrage professionnel. Sur la question des troubles anormaux de voisinage, une décision rendue par la Cour de cassation le 14 novembre 2024 sous le numéro 23 21 208. J'ai rappelé que l'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle. À ce titre, c'est donc la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui s'applique. J'ai rappelé les dispositions de l'article 2224, à savoir que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une prescription et non pas d'une forclusion, là j'ai rappelé les règles d'interruption de la prescription, mais qui ne valent pas pour l'interruption de la forclusion. S'agissant d'une prescription, l'interruption fait courir un nouveau délai de même nature que l'ancien. Ainsi, la prescription est-elle interrompue par la reconnaissance du droit par son débiteur, contrairement à la décision que nous avons vue avant, donc sur la forclusion. La prescription est interrompue par l'action en justice et la prescription est également interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée. La question qui était soumise à la Cour de cassation était de savoir quel était le point de départ du délai de prescription en cas de trouble anormal de voisinage. Le contexte était l'existence de troubles anormaux de voisinage constitués par des odeurs liées à une exploitation agricole située à proximité. La Cour d'appel qui avait été saisie avait jugé que les troubles étaient apparus dès 2011 et qu'en conséquence, l'action était prescrite à la date de l'assignation au fond en 2018, puisqu'on est sur une prescription de 5 ans. Le voisin a saisi la Cour de cassation car, selon lui, les nuisances olfactives ne constituent pas un trouble unique, mais une succession continue de troubles ne faisant pas courir le délai de prescription quinquennale. La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement du requérant et a validé la position de la Cour d'appel. Pour la Cour de cassation, il résulte de l'article 2224 du Code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles. Leur seule répétition sur une longue durée, sur une longue période, ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. Donc attention, pour l'action en trouble anormal de voisinage, c'est dès l'apparition du premier trouble que le délai de prescription commence à courir. Donc une vigilance accrue en cette matière. Une décision importante rendue toujours par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 2024 sous le numéro 22 998 concerne la notion de maître d'ouvrage délégué. Alors, j'ai rappelé que la définition de la maîtrise d'ouvrage délégué n'était pas définie par un texte. Je me suis rapproché de la doctrine qui en donne une définition assez claire, à savoir qu'un maître d'ouvrage mandant ou déléguant confiera à un maître d'ouvrage délégué, appelé mandataire ou délégataire, la mission d'agir en son nom
et pour son compte, en lui confiant un certain nombre d'attributions et de missions de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une opération immobilière ou des travaux de construction. Je vous ai mis la référence de cette doctrine qui est assez limpide pour définir la notion de maîtrise d'ouvrage déléguée. Comme c'est indiqué, le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué est un mandat qui est soumis à la liberté contractuelle, c'est-à-dire les parties peuvent mettre ce qu'elles veulent dans ce contrat de mandat. Le mandat étant régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil. La conséquence du mandat, qui sont très importantes, le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. Le mandataire représente le mandant vis-à-vis des tiers et le mandataire engage donc le mandat. La conséquence est que le mandataire est finalement totalement transparent et qu'il agit uniquement au nom et pour le compte du mandataire, comme si c'était le mandataire lui-même qui contractualisait avec les autres parties. À ce titre, le maître d'ouvrage pourra engager la responsabilité contractuelle de son maître d'ouvrage délégué uniquement en cas de manquement ou de mauvaise exécution de ses obligations. Généralement, donc le maître d'ouvrage délégué se voit confier des missions comptables et financières qui concernent le paiement des différentes entreprises, contrôle, visa, notification, etc., etc. Le maître d'ouvrage délégué se voit confier également une mission, toujours pour le compte et au nom du maître d'ouvrage, une mission administrative et technique, lorsqu'il s'agit de s'occuper de la signature des différents contrats ou des ordres des services, ou encore de gérer les déclarations préalables. Et également, peut se voir confier des missions de conseil juridique en cas de litige avec les intervenants à l'acte de construire. Mais attention, j'indique que le contenu du mandat peut avoir des conséquences importantes en termes de responsabilité. Et c'est la décision qui est commentée aujourd'hui. Je vous ai rappelé les dispositions de l'article 1792-1 concernant la qualification de ce qu'est un constructeur au sens du Code civil. Est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Donc, en principe, le mandat, selon cet article 1792-1, le mandat, puisqu'il est transparent, rend le mandataire transparent, le mandat empêche la qualification du constructeur, sauf si celui-ci effectue des missions assimilables à celles d'un locateur d'ouvrage. Et c'est bien la qualification de mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage qui est difficile à qualifier et qui est l'objet de la décision. En l'espèce, le maître d'ouvrage délégué s'était vu confier notamment la mission de superviser le travail de l'architecte et de veiller à la bonne réalisation des travaux selon les descriptifs et marchés de travaux passés. La Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, on a déduit qu'appelé à intervenir sur le chantier en qualité de locateur d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué avait la qualité de constructeur assujetti de fait à l'assurance décennale obligatoire. Donc, c'est vraiment une décision très importante qui finalement peut permettre de qualifier un mandataire qui, comme je vous l'ai indiqué, normalement agit uniquement au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, c'est-à-dire sans réelle intervention sur le chantier. Cette qualification retenue par la Cour de cassation peut permettre de donner la qualification juridique de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil à un maître d'ouvrage délégué. Et de fait de cette qualification, le maître d'ouvrage délégué peut se voir soumis à l'obligation de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale obligatoire, et ce, en application des dispositions de l'article L241-1 du Code des assurances. Donc, vraiment une décision très importante. Un maître d'ouvrage délégué
peut être qualifié de constructeur et voir sa responsabilité décennale engagée, alors que normalement, il n'intervient que de manière transparente afin de représenter uniquement le maître d'ouvrage. Donc, une décision importante. Les maîtres d'ouvrage délégués devront donc vérifier au terme de leur mission si celle-ci peut donner une qualification de constructeur. Toutefois, la difficulté, en l'espèce, c'est le texte qui a été retenu par la Cour de cassation, à savoir définir ce qu'est superviser le travail de l'architecte et veiller à la bonne réalisation des travaux. C'est effectivement une notion qui peut être sujet à interprétation. Toutefois, en l'espèce, la Cour de cassation a jugé que la présence sur le chantier faisait du maître d'ouvrage délégué un constructeur de plein droit. Voilà, une décision très très importante rendue donc en décembre 2024. Une huitième décision, alors qui m'a semblé importante de rappeler, je vais l'aborder de manière assez rapide, une décision rendue par la Cour d'appel de Versailles le 18 novembre 2024 sous le numéro RG 23 06 508. Je vous ai rappelé donc les dispositions de l'annexe 2, article A 243-1 Code des assurances, spécifique à l'assurance dommage-ouvrage, à savoir que la période de garantie de l'assurance dommage-ouvrage est précisée aux conditions particulières. Elle commence au plus tôt à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du Code civil. Et cette annexe 2 indique que la garantie dommage-ouvrage prend fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception. Donc, l'assurance dommage-ouvrage ne peut être mobilisée que pendant une durée de 10 ans selon cet article. Je vais également rappeler les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, à savoir que toute action dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. C'est ce qu'on appelle la prescription biennale assureur-assuré, c'est-à-dire que l'assuré peut agir pendant 2 ans à l'encontre de son assureur, 2 ans à compter de l'apparition de l'événement qui y donne naissance. Donc, du cumul de ces deux décisions, de ces deux articles, fait que la durée de l'assurance dommage-ouvrage peut être une durée plus longue que celle qui est prévue à l'annexe 2 à l'article A243-1, c'est-à-dire qu'on va prendre la durée de 10 ans qui est celle prévue, à laquelle on va rajouter le délai de 2 ans pour l'action de l'assuré contre son assureur, à compter de l'événement qui y donne naissance, c'est-à-dire que l'assureur dommage-ouvrage, comme le rappelle la Cour d'appel dans cette décision, peut être mobilisé, les garanties de l'assurance dommage-ouvrage peuvent être mobilisées pendant un délai de 12 ans suivant la réception, compte tenu du cumul de ces deux textes, 2 ans plus 10 ans, soit 12 ans pour agir à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage, lequel aura, lui, en revanche, dans la période de 2 ans, ne pourra pas bénéficier de ces recours contre les constructeurs pour lesquels la responsabilité décennale sera expirée, elle, au bout de 10 ans. Donc, une situation particulièrement défavorable pour l'assureur dommage-ouvrage dans cette hypothèse-là. Une autre décision rendue le 21 novembre 2024 qui concerne la faute dolosive d'un promoteur et les conséquences sur l'assurance. Une décision rendue sous le numéro 23-15.803. Je vous ai rappelé les textes d'une décision que nous avions évoquée dans un précédent webinaire, à savoir que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Une décision du 20 janvier 2022. En conséquence, pour qu'il y ait une faute dolosive, il faut 3 critères cumulatifs, à savoir un acte délibéré de l'assuré, un dommage qui en résulte inéluctablement et
la conscience par son auteur de cette inéluctabilité. Attention toutefois, j'ai rappelé que cet acte délibéré et la conscience sont différents de la volonté de l'auteur de créer le dommage. C'est-à-dire que malgré l'absence de volonté expresse de créer un dommage, permet toutefois de retenir l'existence d'un dol à partir du moment où, l'auteur a conscience du caractère inéluctable et d'un dommage qui sera créé par son action. Donc, il n'y a plus besoin de volonté expresse de créer un dommage précis. Donc, le dol du maître de l'ouvrage a pour conséquence, selon l'article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances, lequel dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Le contexte de cette décision était qu'un promoteur avait construit un immeuble sans rehausser les cheminées voisines ou la cheminée voisine de l'immeuble voisin, malgré les observations de l'expert du référé préventif qui avait indiqué qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître en cas d'absence de modification de la hauteur de la cheminée. Donc, le promoteur n'avait pas tenu compte des observations de l'expert judiciaire, avait construit son bâtiment à côté d'un bâtiment existant sans rehausser les cheminées du bâtiment existant. Le promoteur avait donc parfaitement conscience de l'obligation de rehausser les cheminées voisines, ce qu'il n'a pas fait. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d'appel. La Cour d'appel qui a relevé que le promoteur, dont la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné 5 ans plus tard à proposer, durant les opérations d'expertise, 2 solutions palliatives techniquement et juridiquement non réalisables, ayant fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables caractérisait sa faute dolosive. Elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle, ni être tenu de répondre à des conclusions que ces constatations rendent opérantes, que le promoteur ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance. Donc, vous voyez, il y a la différence, la faute dolosive qu'on a vu avant, à savoir l'acte délibéré qui était celui de ne pas rehausser. Il savait très bien qu'il y aurait un dommage, mais n'avait pas forcément conscience de quelle serait l'ampleur du dommage, mais il avait conscience du caractère inéluctable des conséquences de son acte. Donc, la Cour de cassation a estimé qu'il s'agissait là d'une faute dolosive, pas d'une faute intentionnelle. La conséquence étant toutefois identique, puisque le Code des assurances prévoit qu'en cas de faute dolosive, le bénéficiaire de l'assurance perd le bénéfice du contrat d'assurance. Donc l'assureur, en l'espèce, était fondé à opposer un refus de garantie en raison de l'existence d'une faute dolosive imputable au promoteur. Enfin, une décision concernant la notion d'impropriété et un autre point également important, la notion de travaux de reprise en cas d'existence de désordre. Une décision rendue le 16 janvier 2025 sous le numéro 23 17 265. Première partie de cette décision porte sur l'impropriété à la destination. Je vous ai rappelé le principe qui existe depuis 2010, à savoir que des désordres de nature esthétique qui affectent un ouvrage peuvent, sous certaines conditions, entraîner la garantie décennale, des désordres de nature purement esthétique. Normalement, l'esthétique, les dommages esthétiques ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, ce que la Cour de cassation a affirmé dans une décision célèbre qui concerne un
bâtiment sur la commune de Biarritz, une décision du 10 octobre 2012, la Cour de cassation ayant jugé qu'ayant relevé que les désordres esthétiques et généralisés des façades qui affectaient sensiblement son aspect extérieur devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz, et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la Cour a pu en déduire qu'il justifie la mise en œuvre de la responsabilité décennale. Donc, il s'ensuit que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination doit s'apprécier par référence à sa destination, découlant de son affectation telle que cela résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties. La Cour de cassation, dans la décision commentée, a infirmé la décision de la Cour d'appel, laquelle, pour écarter le caractère décennal des désordres de condensation et rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que si les phénomènes d'infiltration dus à un défaut d'étanchéité causé par le mauvais placement de la part close rendait la toiture fuyarde et relevait de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l'absence d'écran sous toiture ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Donc la Cour d'appel avait dit les problèmes de condensation ne sont pas des désordres de nature décennale. La Cour de cassation infirme en jugeant, en se déterminant ainsi, sans regarder comme il lui était demandé si la condensation affectant la toiture d'un bâtiment affecté au stockage des grains ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Donc, attention, des désordres peuvent être ou non qualifiés de gravité décennale selon effectivement l'usage ou la destination propre de l'ouvrage. Donc, ce que rappelle le Cour de cassation, il n'y a pas vraiment de généralité de savoir si tel type de désordre entre forcément dans des désordres de nature décennale ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est apprécier l'usage propre du bien affecté par le désordre. C'est la première partie de cette décision. La seconde partie étant concernant la question de la reprise des désordres. Et c'est un point assez intéressant rendu par cette décision. Je vous ai rappelé donc l'article 1792 du Code civil que nous avions évoqué précédemment, qui fait porter sur les constructeurs une présomption de responsabilité. Quelles sont les conséquences de cette présomption de responsabilité sur la question de la reprise des désordres ? Il a été jugé que l'entrepreneur responsable de désordre de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Une décision de 2005. En conséquence, le juge ne peut condamner un constructeur responsable des désordres à procéder à leur reprise en nature lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose. Donc, il ne peut pas y avoir injonction de faire des travaux de réparation imposés par une juridiction à un entrepreneur, à un constructeur, si le maître d'ouvrage refuse l'intervention de son constructeur. Donc, il ne s'agit pas d'une obligation de reprise en nature, mais seulement une obligation de paiement. La Cour de cassation donc, a infirmé la Cour d'appel, donc dans la décision de 2025, la Cour d'appel avait jugé que pour condamner la société H à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, l'arrêt retient que doivent être réparés les seuls désordres d'infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d'un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée aux dommages sans enrichissement pour le maître de l'ouvrage. Donc la Cour d'appel avait dit la proposition de reprise formulée par l'entreprise est une solution suffisante, pérenne, proportionnée, qui n'enrichit pas le maître d'ouvrage et donc on peut condamner le constructeur à procéder à cette réparation. La Cour de cassation a écarté cette possibilité en statuant ainsi, alors que la société maître d'ouvrage s'était opposée à la réparation en nature, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Donc la conséquence est que le maître de l'ouvrage a la liberté de refuser une réparation en nature proposée par un constructeur, et quoi qu'il en soit, l'accord du maître d'ouvrage est essentiel pour
pour toute réparation en nature. Donc vraiment, c'est une question importante parce qu'il arrive parfois que les constructeurs se voient opposer par le maître d'ouvrage un refus d'intervention, les maîtres d'ouvrage pouvant parfois être échaudés par l'intervention d'un constructeur, refusent une reprise qui est validée techniquement. Personne ne peut imposer au maître de l'ouvrage de choisir cette solution, les garanties décennales ayant pour objet derrière de garantir le paiement des travaux nécessaires à la reprise. Mais c'est non pas une obligation de faire. Donc une décision importante sur le refus, la possibilité pour un maître d'ouvrage de refuser une intervention en nature. Enfin, je terminerai notre webinaire sur une question toujours importante, qui est la question du manquement contractuel d'un assureur dommage-ouvrage. La décision rendue récemment le 30 janvier 2025 sous le numéro 23 13 325. Je vous ai rappelé quelques décisions antérieures, à savoir que l'assureur dommage-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin au désordre. L'assureur ayant financé les travaux doit répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'œuvre et mal exécutés par l'entreprise, à condition qu'il soit démontré qu'il n'ait pas pris les dispositions nécessaires, autrement dit qu'il ait commis une faute. Donc la faute de l'assureur dommage-ouvrage s'il ne garantit pas une réparation pérenne, pérenne permettant de mettre fin au désordre. Donc la réparation doit être pérenne et les investigations doivent être renforcées à l'ensemble de l'ouvrage en cas de connaissance d'un dommage généralisé. Ici, la Cour de cassation infirme de nouveau la Cour d'appel, laquelle n'a pas suffisamment démontré le lien de causalité entre les travaux qui n'auraient pas permis de remédier efficacement au désordre et les préjudices consistant en une perte de loyer. En l'espèce, effectivement, c'était une assurance dommage-ouvrage qui avait indemnisé un syndic de copropriété, mais dont les travaux préfinancés n'étaient pas suffisants pour permettre la suppression des désordres. Le lien de causalité semblait être démontré au terme d'un rapport d'expertise. Toutefois, en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas retenu ce lien de causalité, non pas en disant que la responsabilité de l'assureur dommage-ouvrage ne peut pas être retenue, mais uniquement selon le motif que la Cour de cassation n'avait pas techniquement qualifié l'existence de ce lien de causalité. Et donc, la Cour de cassation a dit attention, pour qu'il y ait une reconnaissance de la faute contractuelle de l'assureur dommage-ouvrage, il est nécessaire de démontrer l'existence de ce lien de causalité. Donc, la Cour de cassation a renvoyé cette décision devant la Cour d'appel afin qu'elle statue ou non sur l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de réparation proposés et la poursuite des dommages. Voilà. Une décision toujours intéressante sur la responsabilité contractuelle d'un assureur dommage-ouvrage. J'en ai terminé de ce webinaire avec ces 11 décisions qui m'ont paru importantes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vous donnerai rendez-vous pour le prochain webinaire qui se tiendra le 3 juillet 2024 à la même heure. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour le prochain webinaire le 3 juillet 2024 à la même heure. Merci beaucoup. Alors, merci Cyril. Alors, il y a une question qui est arrivée. Donc, les rapports d'expertise amiable rédigés par le même expert technique à la demande de l'assureur qui a choisi ce dernier non contradictoirement, même établi en présence des parties, ne peuvent suffire à établir l'existence et l'ampleur des désordres. Oui, mais Oui, alors il y a c'est... une décision effectivement qui a été rendue sur la valeur probante d'un rapport amiable. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Alors, j'avais hésité en janvier, oui, c'est ça, c'est le 17 janvier 2025. à inclure cette décision. Voilà, c'est ça.
Alors, compte tenu du délai imparti, je l'avais pas retenu. Une décision importante. Bah, du coup, elle sera dans notre prochaine, dans la De mémoire, prochaine effectivement, peut conférence. donner Ouais. oui, elle sera dans le prochain. Elle sera dans le prochain. Ou, enfin voilà. Ouais. De toute façon, je pourrais la commenter d'une autre façon, d'une façon ou d'une autre, mais elle sera dans le prochain, bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, on vous donne rendez-vous le 3 juillet 2025 à 14h30. Merci Cyril, et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.